Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Il y a un an, Nicolas Sarkozy était élu président de la République. Il arrivait au pouvoir avec une mission simple, tout réformer, ou plus exactement, effectuer une rupture. Naturellement, chacun peut mettre dans la rupture ce qui lui plaît, mais quand on connaît un peu l'opinion française, on sait que ce que les électeurs qui ont voté pour Nicolas Sarkozy espéraient, c'était essentiellement une rupture avec la société d'étatisme, la société de redistribution, la société de permissivité généralisée, bref, avec tout ce qui n'allait pas en France. Pour le reste, pour ce qui concerne la vie privée, à chacun de s'en accommoder, le rôle d'un président de la République n'est évidemment pas de tout régenter. Un an après, que peut-on dire? Que la rupture n'est pas au rendez-vous, que les réformes, certes, ont été nombreuses, mais superficielles et finalement peu importantes, et que tout reste à faire. 55 réformes, paraît-il, c'est ce que les milieux gouvernementaux nous serinent, 55 réformes qui produiront leurs effets dans 4 ans, et là on verra ce qu'on verra, nous disent-ils. Il est curieux de voir à quel point ceux qui nous gouvernent n'ont pas d'imagination. Car ce qu'ils nous disent en substance, c'est nous avons fait 55 réformes, vous ne pouvez même pas vous rendre compte de l'effet qui sera produit, donc fichez-nous la paix, et dans 4 ans, vous verrez. Et puis dans 4 ans, bien sûr, nous vous expliquerons qu'on a fait ce qu'on a pu, et vous nous réélirez. Tout ceci est évidemment le langage de tous les gouvernants de tous les pays démocratiques du monde. Ils racontent ce qu'ils veulent bien raconter, et les électeurs comprennent ce qu'ils veulent bien comprendre. Pour ce qui concerne les Français, ils ont très bien compris qu'en réalité, on n'a touché à rien d'essentiel dans le pays. Rien d'essentiel, car que chacun fasse ses comptes. Avez-vous vu dans vos impôts, dans vos charges sociales, dans les difficultés administratives, quoi que ce soit de différent? Non, évidemment. Avez-vous vu une amélioration de votre pouvoir d'achat? Non. À quoi on nous répond, dans ces mêmes milieux gouvernementaux et dans la presse qui les soutient, qu'en réalité, c'est la crise internationale qui est responsable de la défaillance du pouvoir d'achat français. C'est évidemment faux. C'est vrai comme pour tout le monde, mais à partir du moment où les actions que l'on pouvait mener au plan national n'ont pas été menées, la composante nationale des dépenses publiques n'a pas été affectée, et par conséquent, les charges internationales, les difficultés internationales sont venues s'ajouter à celles qui étaient déjà les nôtres et auxquelles on n'a pas remédié. La France est un pays, comme on dit dans le langage anglo-saxon, qui est en permanence borderline, c'est-à-dire qui est à la limite de la rupture. Et n'importe qui peut comprendre ce que cela signifie. Quand vous êtes très juste dans votre budget, la moindre difficulté supplémentaire, la moindre dépense supplémentaire devient une catastrophe. C'est le cas de la France. Nous sommes dans une situation où nous n'avons plus de marge de manœuvre. Il est donc évident que la première des choses qu'il fallait faire, c'était se redonner un peu d'air, et pour cela baisser les dépenses publiques. Mais la France est un pays où l'on ne peut pas baisser les dépenses publiques, pour une raison d'ailleurs qui est fort simple et qui n'est jamais dite, c'est que c'est les dépenses publiques qui constituent l'essentiel du socle du pouvoir. Le pouvoir français actuellement n'est qu'un simple redistributeur, avec naturellement la possibilité pour ceux qui redistribuent de se servir au passage. Frédéric Bastiat, il y a un siècle et demi et davantage, l'avait déjà dit à propos de cette fameuse allégorie de la main poreuse. Vous savez, cette main qui distribue l'argent, mais qui est poreuse et en dessous de laquelle on peut se placer, si l'on est bien placé, pour recueillir une partie de la manne. Donc, on n'a rien fait sur le plan des dépenses publiques, et comment voulez-vous, dans ces conditions, que les entreprises, qui ont toujours les mêmes charges, les mêmes impôts, les mêmes difficultés administratives, comment voulez-vous que les entreprises investissent et embauchent? C'est impossible. Alors, face à une telle situation, l'opinion publique, bien entendu, a rapidement basculé, au point qu'actuellement, 62% des Français considèrent, dans un sondage qui vient de paraître, que des événements graves risquent, peuvent même, ou se produiront même, disent-ils, avant la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire dans les 4 ans qui viennent. Alors dans les 4 ans, ça peut vouloir dire demain, ça peut vouloir dire dans 4 ans. Mais ce qui est certain, c'est que ce sondage, au-delà du pessimisme qu'il reflète, est un sondage qui dénote une très très grave altération du lien de confiance qu'il doit y avoir entre les pouvoirs publics et la population. À partir du moment où un gouvernement ne paraît plus avoir les choses en main, il devient par la nature même de l'opinion publique de plus en plus fragile.
Et par conséquent, il ne peut plus réformer. À chaque fois qu'il va toucher à quelque chose, l'opinion publique, étant sceptique, va réagir négativement. Les sondages, qui sont nombreux, reflèteront cet aspect de l'opinion, et les politiques prendront peur. D'ailleurs, ils ont peur en permanence, et pour une raison fort simple. Ils savent qu'ils ne sont pas aimés. Alors naturellement, il ne s'agit pas d'aimer un homme politique d'affection. On peut n'avoir aucune affection pour lui, y avoir beaucoup d'affection pour l'action qu'il mène. Mais en l'occurrence, les peuples sont ce qu'ils sont, et en particulier les sentiments qu'ils éprouvent sont un des éléments essentiels de la vie politique. Donc on peut hélas craindre que rien de ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois n'améliore la situation de la France. Alors évidemment, comme tout peut arriver, on se demande quand cela va arriver et que va-t-il se passer. Naturellement, on ne va pas se livrer au jeu des prédictions qui risquent toutes de se révéler fausses. Ce qui est sûr, et ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est que le terreau sur lequel vit actuellement la société française est un terreau miné. Nous sommes dans une situation fragile, et nous sommes surtout fragiles socialement, dans la mesure où la classe moyenne est écrasée de charges et d'impôts, et où l'économie ne repartant pas, elle n'arrive pas, cette classe moyenne, à trouver les marges de manœuvre qui lui font défaut pour assurer le train de vie minimal auquel elle estime avoir droit. Il est assez frappant d'entendre de part et d'autre des gens qui, toute connotation politique écartée, vous disent on ne vit pas, on survit. C'est extrêmement grave, car survivre, c'est tout simplement être en attente même probablement d'événements négatifs, puisque les éléments positifs semblent échapper à l'espoir des Français. Alors, face à cette situation, on pourrait rêver, bien sûr, que M. Sarkozy, tout d'un coup, prenne conscience des erreurs qu'il a commises, erreurs capitales. La première d'entre elles était de ne pas s'attaquer aux véritables causes du mal français, et se dise, eh bien, je n'ai rien à perdre, et la France a tout à gagner, parce qu'enfin on mette les cartes sur la table, qu'on dise aux Français la vérité, et qu'on leur révèle enfin, pour ceux qui l'ignorent, la véritable nature des maux dont nous souffrons, le premier d'entre eux étant évidemment l'insuffisante production de richesse par rapport à l'excès des dépenses. Donc, on peut rêver et se dire que M. Sarkozy, comprenant, s'apposterait un jour devant les écrans de télévision, devant les caméras de télévision, et dise aux Français, tout compte fait, et c'est l'expression qui convient, il faut maintenant passer à autre chose, nous allons avoir des moments difficiles, ils vont consister à resserrer tous les boulons, mais une fois que ça sera fait, nous repartirons du bon pied. Naturellement, ce langage un peu churchillien est le langage de la vérité, et c'est celui qu'il faudrait tenir. Je doute que M. Sarkozy le fasse pour une raison simple, il n'a pas le caractère à ça, et d'autre part son mandat, son véritable mandat, celui qu'il tient de la société politique, est totalement contraire à cette attitude. Il a été élu finalement, et c'est le point de vue de la classe politique, pour maintenir le système en essayant de l'améliorer à la marge. Or, c'est le maintien de ce système qui tue les chances de la France. Donc, à moins d'une inspiration soudaine à laquelle je ne crois guère, mais après tout, l'espoir n'est pas interdit, on peut penser que la situation va continuer de se dégrader. Et donc, une fois de plus, je lance un appel à celles et ceux qui m'entendent et qui m'écrivent nombreux pour me dire leurs soucis. Cet appel s'adresse à eux et à personne d'autre. Si vous êtes conscient de l'état de la France, si vous êtes lucide sur les maux qui la frappent, si vous êtes désireux en tant que patriote, tout simplement, de faire en sorte que la situation de notre pays s'améliore, la seule véritable chose que vous puissiez faire, c'est de vous manifester, d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez, bien entendu, écrire à vos députés, écrire aux ministres, écrire aux journaux. Ça a un effet relatif, mais finalement, ça a parfois de l'effet, car quand on reçoit des lettres qui ne sont pas préécrites par tel ou tel parti politique, mais qui sont réellement sincères de la part de son expéditeur ou de son expéditrice, alors on se dit que peut-être il se passe un phénomène d'opinion. Et puis surtout, vous pouvez vous manifester en participant aux actions du groupe ou des groupes qui essayent justement de faire bouger les choses. Et en particulier, vous pouvez très bien participer à nos cafés politiques de la Révolution bleue qui se tiennent chaque mois à la brasserie Le François Copé dans le 6e arrondissement de Paris, boulevard du Montparnasse,
et qui sont la pépinière des futures actions que nous mènerons lorsque le moment sera venu, non seulement pour faire entendre nos revendications, qui sont celles d'une majorité de Français, mais aussi pour faire voir ceux qui veulent manifester et qui le font en illustrant bien le mot de manifestation, c'est-à-dire en allant, décidément, à l'extérieur de chez soi pour se manifester, c'est-à-dire pour montrer qu'on est là et qu'on est mécontent et qu'on réclame autre chose. Voilà donc un programme qui, évidemment, ne va pas tout à fait dans le sens des ponts prolongés que nous subissons en ce mois de mai. Finalement, ce qui devient rare, ce sont les jours de travail et non pas les vacances. Il paraît que nous en avons 37 dans l'année, en réalité nous en avons beaucoup plus, car si l'on compte tous les jours où des tas de gens font semblant de travailler et naturellement où beaucoup d'autres ne peuvent pas travailler tout simplement parce qu'on ne peut pas travailler sans que certains bureaux soient ouverts, sans que certaines activités soient permises, eh bien si l'on fait tout ce compte, on s'aperçoit que finalement la France est devenue le royaume de la paresse, une paresse subie d'ailleurs par la plupart des Français, mais une paresse qui est absolument mortelle, car au moment où tous les pays du monde travaillent le plus qu'ils peuvent, nous faisons exactement le contraire. Alors les délices de Capoue, évidemment, ont illustré l'histoire, mais pour nous, il n'y a pas beaucoup de délices, et Capoue n'est pas en France. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs il faut que nous nous manifestions ici, en France, maintenant, dès que chacun d'entre vous aura compris. Hormis son action, rien n'est possible. Bon courage à tous, à bientôt pour une nouvelle rencontre sur ces ondes et devant ces caméras, et vive la France.